Ici à Bagnols-sur-Mer, une équipe de chercheurs a travaillé sur l'impact des vagues au large de la Côte Vermeille. Nous en reparlerons au cours de ce journal avec notre invité. Mais tout de suite, l'actualité du jour. Vous le savez, la concertation concernant le dossier THT est terminée. Alors aujourd'hui, qu'en pensent les associations et les opposants? Un reportage de Philippe Georget et Philippe Latz. Une concertation exemplaire. L'avis est quasi unanime. Le travail effectué pour préparer le passage de la THT dans les Pyrénées-Orientales a été exemplaire. Élus et associations ont dialogué pendant 16 mois avec RTE, réseau de transport d'électricité, étudiant par atelier et très précisément le tracé de la THT. Justement, cette concertation nous a permis d'explorer sans tabou tous les sujets et tous les problèmes que nous pouvions rencontrer tout le long, mètre par mètre, tout le long de cette voie. Et donc, bien évidemment, pour nous, ça nous a permis de soulever le passage du TEC, par exemple, le passage sous les Alberts, et notamment par le col du Pertus. De Bachas à l'Espagne, les 33 km de la THT seront entièrement souterrains. Cela restera un des plus importants succès de la concertation. Côté espagnol, il n'y a pas eu de concertation et la ligne sera aérienne. 2 poids, 2 mesures, c'est là l'un des grands regrets des associations françaises anti-THT. Nous avons eu droit à de l'information, nous avons eu droit à de la considération d'abord de la part de l'Europe et de M. Monti, alors qu'eux ont été tenus complètement à l'écart. Et aujourd'hui, on leur impose, pour arriver jusqu'à Santologaille, une ligne aérienne, et ils ne connaissent même pas le fuseau de moindre impact de l'enfouissement pour aller jusqu'à Santologaille, ou à quel niveau se situe la sortie du tunnel. Le collectif anti-THT restera vigilant et choisira un bureau de contrôle indépendant pour surveiller les travaux. Il veillera également à ce que ces travaux génèrent de l'emploi sur place, dans les PO. À mes côtés, Catel Guizien, chercheuse au CNRS. Bonjour. Une bouée a été implantée au large de la Côte Vermeille qu'on appelle l'houlographe. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un instrument qui enregistre les mouvements de la surface de la mer, et à partir de ces mouvements de la surface de la mer, on peut en déduire à la fois la hauteur des vagues et la période des vagues, qui sont les 2 paramètres essentiels pour décrire l'énergie contenue dans ces vagues. Est-ce que ça peut aussi permettre la gestion des risques? Justement, on l'a vu dernièrement encore dans l'actualité. Suite à une période d'observation de 3 ans, on s'est rendu compte que les tempêtes dans cette partie-ci du golfe du Lion, donc le long de cette morceau de côte, étaient particulièrement fortes et récurrentes. Et on a observé en particulier 2 tempêtes qui ont marqué les esprits ici, puisqu'elles ont causé beaucoup de dégâts, et où on a pu mettre en évidence la grande variabilité en fait des tempêtes le long du golfe du Lion, entre le fond du golfe du Lion vers Sète et cette partie-ci du Roussillon. Alors, est-ce que pour les autorités publiques, ça leur permettrait de prendre des mesures plus appropriées, des mesures de prévention? Pour le moment, c'est encore trop court, on n'a que 5 ans de données à peu près, mais d'ici une dizaine d'années, quand la série d'observations sera bien complète, on pourra tirer de ces observations des statistiques qui permettent ensuite de dimensionner les ouvrages de façon à résister à ces épisodes, alors que les ouvrages actuels ont dû être dimensionnés à partir de statistiques établies à d'autres endroits. Catel Guizien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour promouvoir la langue catalane, pourquoi pas faire appel au sport? Un petit guide du supporter catalan vient de sortir. Philippe Deleritz et Frédéric Savino. Ce petit guide du supporter catalan est une initiative de la Casa de la Generalitat de Catalogne de Perpignan. Il est important que ces 3 clubs, l'USAP, le Football Club de Barcelone et les Dragons catalans, participent fortement à la fierté d'être catalan. Ce livret reprend l'historique, l'origine, la raison d'être catalane. Je pense qu'on le retrouve ici avec les Dragons et l'USAP. Les gens se reconnaissent à travers ces entités. Ils se reconnaissent par rapport à leur culture, comme on disait tout à l'heure, et leur langue. Et leur drapeau. Puisque nous avons un drapeau, nous n'avons pas des couleurs, nous avons un drapeau qui est le drapeau catalan. Sempre endavant, toujours en avant en français, peut être une devise à adopter par le petit poussé de ces 3 clubs en quête de trophées. On a déjà eu un premier missile qu'on a lancé aux Anglais. C'est peut-être pour ça qu'ils nous surveillent de plus près maintenant. Ils ont pris conscience que ces Catalans quand même qui arrivaient à Wembley pour faire une finale la 2e année de leur existence, c'est quand même pas rien.
Dès samedi prochain, 28 000 exemplaires de ce livret entièrement bilingue seront distribués aux supporters de ces 3 clubs emblématiques de part et d'autre de la frontière. La chronique de Sébastien Girard s'intéresse aujourd'hui à l'un des hommes politiques du département les plus influents, Gaston Pams. Choisir de s'impliquer en politique quand on s'appelle Pams pourrait paraître risqué. Né à Port-Vendre, Gaston Pams était le petit-neveu de Jules Pams, candidat malheureux au présidentiel de 1913. Gaston Pams remportera cependant sa première élection. En 1953, il est élu maire d'Argelès et le restera jusqu'à sa mort, faisant de cette ville la capitale européenne du camping. Un maire jeune, qui a seulement 35 ans, a été un des premiers à éditer un bulletin municipal. À l'époque, Gaston Pams jouera un rôle primordial dans la création des infrastructures touristiques dans tout le pays catalan en tant que directeur de la CEMETA. Gaston Pams fut un des hommes politiques les plus influents. Maire d'Argelès pendant 28 ans, il siégera 22 ans au Sénat dans le groupe de la gauche démocratique et 26 ans au Conseil général en tant que vice-président de Léon-Jean Grégory. Bien qu'il fût candidat aux législatives de 1956 et de 1958, il ne parviendra jamais à être député, battu au deuxième tour par le socialiste Paul Aldu. L'été, tous les chats s'ennuient, c'est le titre d'un roman de plus de 300 pages signé par l'un de nos confrères, Philippe Georget. L'action se déroule dans notre département et les paysages y jouent un rôle important. L'enquête est menée par l'inspecteur Sebag. Voyez cela avec Édouard Estripeau. Philippe Georget aura mis 2 ans à ciseler son texte, le temps qu'il faut peut-être pour un premier roman qu'il tenait absolument à réussir. C'est incontestablement une écriture qui place le lecteur au cœur de l'intrigue. L'été, tous les chats s'ennuient appelle littéralement les passionnés de bonne littérature. À la fin de cet ouvrage, le sentiment d'avoir vu un bon film s'impose, surtout que les décors et sites remarquables, clairs et ensoleillés des Pyrénées-Orientales contrastent avec une sombre histoire de crime et de disparition. L'histoire, elle se met en place un petit peu lentement. Il s'agit d'abord du cadavre d'une jeune Hollandaise qu'on retrouve sur une place d'Argelès. Puis après, il y a une disparition d'un chauffeur de taxi. On s'aperçoit qu'il a disparu avec une autre jeune femme hollandaise. Et puis, il y en a une troisième qui est agressée un soir dans les rues de Perpignan. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on a affaire à un tueur en série, un criminel en série, ou est-ce que ces histoires ne sont pas liées, finalement? Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence, ou est-ce qu'on est manipulé? Eh ben, l'histoire et l'inspecteur Sebag va répondre à ces différentes questions. Ce n'est pas encore la consécration, mais le polar de Philippe Georget est 6 fois nominé à des prix comme celui du Polar 2010, entre autres. L'été, tous les chats s'ennuient devraient se distinguer au prochain Salon du Livre de Paris, mais avant le succès, une explication sur le titre du livre est nécessaire. Le personnage principal, l'inspecteur Gilles Sebag, aime bien détourner les expressions françaises, les proverbes, donc il me fallait absolument un titre qui détourne un proverbe. Donc l'histoire se passait l'été, il y avait une histoire de chat parce que le personnage croise un chat, que le malfaiteur, le psychopathe aussi se prend un moment pour un chat, tout au moins dans un poème un peu énigmatique qu'il donne à la fin. Philippe Georget est journaliste de télévision. Dans son roman, le souci du détail et son écriture imagée introduisent le lecteur dans un monde quasi réel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec votre actualité locale demain, 18h45. Excellente soirée sur France 3. France 3 vous présente la météo avec Union Matériaux. Demain matin, après dissipation de quelques nuages bas en début de matinée, les éclaircies se développent. Mais l'après-midi, le ciel sera voilé par de nombreux bancs de nuages élevés et épais. Le vent de sud-ouest se renforce sur les Pyrénées avec des rafales de 60 à 80 km/h. Température minimale 3 degrés à Font-Romeu, 18 degrés pour les maximales à Céré. France 3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux.